En 1965, un événement inattendu s'est produit pendant le tournage, qui a laissé toute la troupe bouche bée. Il ne s'agissait pas d'un événement tragique ou d'un accident dangereux, mais d'un son. Un bruit ridicule et enfantin qui a perturbé à plusieurs reprises les prises de la scène la plus importante du film. Le studio a dépensé des milliers de dollars pour résoudre le problème, mais rien n'y a fait. En fin de compte, ils ont tout simplement étouffé l'affaire. Pendant 30 ans, personne n'a été autorisé à parler de ce qui s'était réellement passé à l'intérieur de ce belvédère. Même Christopher Plummer, qui a ouvertement détesté le film, a gardé le secret, jusqu'à ce que Julie Andrews révèle enfin la vérité en direct à la télévision. Un énorme hélicoptère, avec un caméraman audacieusement attaché à son flanc, était le coupable improbable. En 1956, un producteur allemand avait sorti 2 films inspirés des mémoires de Maria von Trapp. Ces films ont connu un succès fulgurant en Allemagne de l'Ouest. En fait, il s'agissait des films d'après-guerre les plus réussis du pays et ont rapidement gagné en popularité dans toute l'Europe et l'Amérique du Sud. Mais aux US, les studios les considèrent comme des travaux d'amateurs, jusqu'à ce qu'un événement inattendu se produise. Paramount envoie le metteur en scène Vincent J. Donahue à la recherche de projets potentiels. Lorsqu'il a vu les films, il les a également trouvés maladroits. Mais quelque chose dans l'histoire l'a profondément touché. Alors, au lieu de la présenter comme un film, il a dit quelque chose d'audacieux. On ne peut pas en faire un film. Il faut en faire une comédie musicale de Broadway pour Mary Martin. Cette idée a tout changé. Maria von Trapp avait déjà vendu les droits du film des années auparavant pour seulement 9 000 $, soit environ 54 000 $ en monnaie d'aujourd'hui. À l'époque, cela ne semblait pas beaucoup. Et ce n'était pas le cas. Hollywood avait essayé de n'acheter que le titre, mais Maria avait refusé. Elle a insisté sur le fait que si quelqu'un voulait raconter son histoire, il devait la raconter en entier. À la fin des années 50, Mary Martin et son mari Richard Halliday ont essayé d'entrer en contact avec Maria au sujet des droits de représentation. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Elle était partie faire du travail missionnaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée avec le père Vosner. Chaque fois qu'ils arrivaient dans une nouvelle station missionnaire, ils trouvaient des lettres qui les attendaient de la part d'un couple en Amérique. Maria les a déchirées. Broadway ne l'intéressait pas. Elle voulait aider les gens. C'est alors que le destin s'en mêle. Lorsque Maria et Vosner sont retournés aux US. Par bateau, ils sont arrivés à San Francisco. Richard Halliday les attendait. Il leur a donné des billets pour voir Mary Martin dans Annie Get Your Gun. Après le spectacle, Maria est impressionnée, mais elle doit annoncer la mauvaise nouvelle. Elle a déjà vendu les droits aux Allemands. Pourtant, leur a-t-elle dit, vous êtes invités à faire de votre mieux. Cette tentative allait bientôt devenir légendaire. À l'origine, le projet était d'utiliser de véritables chansons folkloriques autrichiennes dans la comédie musicale, avec seulement quelques nouvelles chansons ajoutées par Richard Rodgers et Oscar Hammerstein. Mais lorsqu'on leur a demandé de n'écrire qu'une seule chanson, ils ont refusé. Leur style Broadway ne se marierait pas avec les vieux airs européens. Ils ont posé un ultimatum aux producteurs. Laissez-nous écrire la totalité de la partition, ou nous sommes exclus. Les producteurs ont accepté de patienter pendant qu'ils terminaient Flower Drum Song. Cette attente a porté ses fruits. Le spectacle a débuté à Broadway le 16 novembre 1959. Avec Mary Martin et Theodore Backel, sa production a coûté 400 $, mais les ventes de billets à l'avance ont atteint la somme stupéfiante de 232 millions de $. La comédie musicale a été jouée pendant 1443 représentations. Mary Martin n'a manqué qu'une seule émission pendant toute sa durée. Quelques mois plus tard, en juin 1960, les droits cinématographiques font l'objet d'une guerre d'enchères. La 20th Century Fox l'emporte en déboursant 1,25 million de $. Cela représente plus de 13 millions de $ aujourd'hui. À l'époque, le studio était financièrement exsangue suite au désastre de Cléopâtre. Il s'agissait d'un risque énorme, mais le contrat comportait une clause étrange. Si le film rapporte plus de 12,5 millions de $, les scénaristes recevront 10% des bénéfices. Howard Lindsay pensait qu'il s'agissait d'une blague.
Quel film a jamais rapporté plus que cela? Il était sur le point de le découvrir. Le choix de Maria von Trapp pour la version cinématographique a entraîné son lot de drames. Julie Andrews a eu le cœur brisé après avoir été écartée du rôle d'Eliza dans My Fair Lady. Le choix s'est porté sur Audrey Hepburn. Hollywood trouvait Andrews trop banale pour l'écran, mais le réalisateur Robert Wise a vu quelque chose en elle. Il visionne des séquences inachevées de Mary Poppins chez Disney et se tourne vers le scénariste. Signons-la avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Andrews a signé pour 225 000 $, soit environ 2,28 millions de dollars aujourd'hui. Pas de droit d'auteur, pas de pourcentage sur les recettes, juste un cachet fixe. Pendant ce temps, Mary Martin a gagné plus de 8 millions de dollars grâce à la version théâtrale. La Fox regrettera plus tard de ne pas avoir donné à Andrews une part des bénéfices. Sa victoire pour Mary Poppins était une douce revanche. Lors de son discours pour les Oscars, elle a remercié l'homme qui l'avait rejeté, Mr. Jack Warner. Le capitaine Von Trapp n'a pas non plus été facile à caser. Christopher Plummer a refusé à plusieurs reprises. Il trouvait le rôle fade et sans vie. Il a même écrit une lettre au scénariste pour demander des changements, plus de passion, de meilleurs dialogues, et une chanson personnelle qui révélait ses sentiments pour Maria. Le réalisateur Wise a essayé d'autres stars, Sean Connery, Richard Burton, Bing Crosby, mais rien ne collait. Finalement, Wise s'envole pour Londres et convainc Plummer de participer, à condition qu'il puisse remodeler le personnage. Déjà à l'époque, Plummer détestait le projet. Il l'appelait le son du mucus. Il a bu pendant une bonne partie du tournage. Il a admis plus tard qu'il était ivre lors de la scène finale de la famille. Le salaire de 225 000 $ de Julie Andrews est aujourd'hui considéré comme l'une des plus grosses erreurs de calcul d'Hollywood. Le film a rapporté plus de 286 millions de dollars dans le monde. Et Julie Andrews n'a pas touché un seul dollar de plus que ce chèque initial. La Fox était désespérée. Cléopâtre avait failli tuer le studio en coûtant 15 millions de dollars. Ils ont dû vendre leur backlot et leurs biens immobiliers. Même le président a été licencié, mais le son de la musique les a ramenés au bord du gouffre. Et pourtant, leur plus grande star, Julie Andrews, est celle qu'ils ont le plus mal payée. Tout le monde n'a pas été retenu. Mia Farrow a auditionné 3 fois pour le rôle de Liesel. Elle avait 20 ans. Les notes du réalisateur étaient émoussées, gentle, douces, mais manquant d'énergie. Il ne pensait pas non plus qu'elle savait danser. Ironiquement, Charmian Carr, qui a obtenu le rôle, avait 21 ans, soit plus que Farrow, mais elle avait l'étincelle dont ils avaient besoin. Le rejet de Farrow a mis fin à son parcours dans les comédies musicales, mais a ouvert la porte à Rosemary's Baby. Parmi les autres candidats, on trouve Kurt Russell, Hattie Duke et Terry Garr. Mais c'est Nicholas Hammond qui, à 15 ans, a décroché le rôle de Frédéric. Les autres enfants Von Trapp ont été soigneusement choisis à l'issue de longues auditions, et le lien qui les unissait était réel. Même des décennies plus tard, ils se réunissaient souvent. Plummer et Andrews sont restés en contact avec eux toute leur vie. Il est difficile d'imaginer que quelque chose puisse être battu par le vent. Pendant 27 ans, le film est resté en tête du box-office, malgré les guerres, l'âge d'or d'Hollywood et l'ère de la télévision. Mais c'est alors qu'est apparu le son de la musique. En novembre 1966, 18 mois seulement après sa sortie, le film réussit l'impensable. Il a fait tomber le film Good with the Wind de son trône avec 286 millions de dollars de recettes au box-office. Ce chiffre n'a pas été gonflé par l'argent moderne non plus. Il a été ajusté au prix des billets de l'époque, ce qui a rendu l'accomplissement encore plus massif. Les gens ne se contentaient pas de payer plus, ils venaient en masse. Les comédies musicales n'avaient jamais été aussi puissantes auparavant, et ce n'était pas seulement une question d'argent. Ce film a vendu 283 millions de billets dans le monde entier, soit près d'une personne sur 12 en vie à l'époque. Des gens qui ne parlaient même pas anglais chantaient avec eux, de l'Europe à l'Asie en passant par l'Afrique. Le public est tombé amoureux des mêmes chansons, de la même histoire. Il n'y avait pas de médias sociaux, pas de campagne publicitaire mondiale, pass to streaming, juste du bouche à oreille et des visionnages répétés.
C'est ainsi que les choses se sont passées. Le film est devenu plus qu'un simple divertissement. Il est devenu un événement mondial, une explosion culturelle. Tout le monde semblait connaître les airs, même s'ils ne comprenaient pas les paroles. C'était comme un battement de cœur commun. Puis vinrent les Oscars. 5 victoires. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur son, meilleur montage et meilleure musique. Au cours d'une année riche en drames lourds comme Dr. Zhivago. C'est la comédie musicale qui a volé la vedette. Le réalisateur Robert Wise, déjà récompensé pour West Side Story, a prouvé qu'il était le maître du genre. Les prix n'ont pas seulement récompensé l'histoire, mais aussi la façon dont elle a été construite. Chaque élément technique a été synchronisé. Le son, la synchronisation, la musique et même le montage se sont distingués. Et d'une manière ou d'une autre, à une époque où les comédies musicales étaient censées être juste pour le plaisir. Le son de la musique a convaincu les critiques qu'il s'agissait d'art. Mais ce que les gens n'ont pas vu, ce qu'ils n'étaient pas censés savoir, c'était le chaos qui se cachait derrière l'une des scènes les plus romantiques du film. Dans le Belvédère, lorsque Maria et le capitaine s'avouent enfin leur amour, tout semble parfait. Une lumière douce, des dialogues tendres, un baiser magique. Mais en réalité, le plateau était rempli de bruit, des bruits forts, humides et ridicules. Il provient des lampes à arc en carbone. Ces énormes machines ont été utilisées pour créer l'effet de clair de lune. Elles étaient censées donner à la scène une touche de rêve et de lumière. Mais au lieu de cela, ils ont fait un bruit comme une framboise. Une longue, maladroite et flatulente framboise. Chaque fois que Julie Andrews et Christopher Plummer se penchaient pour s'embrasser, les lumières gémissaient. Et pas une ou deux fois. Encore et encore. Le moment n'aurait pas pu être plus mal choisi. Au beau milieu des lignes les plus émouvantes, les lumières émettaient un autre son grossier. Plummer disait « Maria, je t'aime ». Et puis il y avait la framboise. Ils ont essayé encore et encore. 20 fois. 20 fois sans succès. Julie Andrews a déclaré qu'il se tenait nez à nez, essayant de se retenir. Mais à chaque fois que le son retentissait, ils éclataient de rire. C'est devenu une boucle. Plus ils essayaient de rester sérieux, plus ils riaient. L'équipe technique est restée là, à regarder les heures passer tandis que les acteurs riaient, impuissants, comme des écoliers. Robert Wise finit par abandonner. Il a tout changé. Il a renoncé aux éclairages sophistiqués et a demandé à l'équipe de filmer en silhouette. De cette façon, les visages pouvaient rester cachés, tout comme les rires. Ils ont placé Andrews et Plummer contre les fenêtres lumineuses du Belvédère. La scène est devenue douce, rêveuse et mystérieuse, et surtout, les bruits de framboise ont disparu. Ce qui a commencé comme un désastre a fini par devenir l'une des scènes romantiques les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Personne ne se doutait qu'elle était née du chaos. Bien sûr, le studio ne voulait pas que l'on s'en aperçoive. La 20th Century Fox s'est montrée très ferme. Personne ne devait mentionner les framboises, les prises ratées ou les rires. Tout devait rester magique. Les interviews étaient scénarisées. Il était interdit de parler des coulisses. Pendant des décennies, les fans ont cru que la scène s'était déroulée sans problème. La vérité n'est apparue que bien plus tard, lorsque Andrews a commencé à raconter l'histoire dans des talk-shows. C'est très dur d'être nez à nez en train de jouer une scène d'amour et d'avoir ces horribles framboises qui vous arrivent dessus. Pendant ce temps, Christopher Plummer fulminate. Il a détesté le film, l'a qualifié de gluant et l'a surnommé The Sound of Mucus. Il pensait que tout cela était indigne de lui. Le mauvais éclairage, les retards constants. Tout cela ne faisait que confirmer ce qu'il croyait déjà. Il n'a pas dit grand-chose à l'époque. Il est resté professionnel. Mais à l'intérieur, il était furieux. La scène romantique s'est transformée en plaisanterie. Et pour ne rien arranger, il a pris du poids pendant le tournage à force de manger et de boire. Salzburg était devenu sa prison personnelle de sentimentalité. Pourtant, il s'est présenté. Il a prononcé son texte, même lorsqu'il était ivre, ce qu'il a admis plus tard avoir été le cas à certains moments du film. Il a peut-être détesté chaque seconde, mais il n'est jamais sorti de son personnage. Des années plus tard, il a déclaré que c'était le rôle le plus difficile qu'il ait jamais joué.
non pas parce qu'il était profond ou exigeant, mais parce qu'il devait faire semblant de s'y intéresser. Et d'une certaine manière, en faisant semblant, il a contribué à créer quelque chose dont les gens se souviendront pour toujours. Un autre moment choquant s'est produit lors de la scène du festival de musique où le capitaine Von Trapp chante Edelweiss avec les larmes aux yeux. Cela semble émouvant. Mais en réalité, Plummer était complètement ivre. Il a admis plus tard dans un commentaire sur le DVD et à nouveau dans ses mémoires de 2008 qu'il était complètement ivre lors du tournage. Il avait beaucoup bu, se qualifiant lui-même de jeune bâtard arrogant et choyé. Et pourtant, cette scène est devenue l'une des plus touchantes de tout le film. Le public a vu de la sincérité. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Plummer pouvait à peine se tenir droit. Son attitude à l'égard du film ne s'est jamais vraiment adoucie pendant le tournage. Il a déclaré un jour que jouer le capitaine Von Trapp lui donnait l'impression de fouetter un cheval mort et a plaisanté sur le fait qu'il essayait d'injecter ne serait-ce qu'un petit peu d'humour dans ce gâchis gluant. Pendant des années, il ne pouvait même pas prononcer le nom du film sans lever les yeux au ciel. Mais des décennies plus tard, Plummer a admis que le film l'avait finalement séduit. Cela lui a pris du temps, mais il a fini par ressentir une étrange fierté d'y avoir participé. Puis vint la controverse sur le doublage. La plupart des fans ignorent que lorsque le capitaine Von Trapp chante, ce n'est souvent pas du tout la voix de Plummer. Ses entrées et sorties étaient réelles, mais les notes les plus longues étaient chantées par Bill Lee, un chanteur professionnel qui travaillait avec Disney. Plummer a été contrarié par cette décision, estimant qu'elle le privait d'une partie de sa performance. Pourtant, personne dans le public ne l'a remarqué. Lee se maria si parfaitement qu'aujourd'hui encore. La plupart des gens croient entendre Plummer chanter Edelweiss. Les adultes n'ont pas été les seuls à souffrir sur le plateau. Kim Carath, 5 ans, qui jouait la petite Gretel, a failli se noyer pendant la scène de la barque. Quelques instants avant le tournage, Julie Andrews a appris que l'enfant ne savait pas nager. Leur plan? Julie Andrews était censée l'attraper rapidement après que le bateau se soit retourné. Mais lorsque le bateau a chaviré plus fort que prévu, Julie Andrews est tombée du mauvais côté. Kim est tombée à l'eau 2 fois avant qu'un autre acteur ne plonge pour la sauver. Elle a vomi après avoir avalé de l'eau et a développé une peur de la natation qui l'a poursuivie toute sa vie. Même Andrews n'a pas été épargnée. La scène d'ouverture emblématique où elle tourne dans la prairie, celle dont tout le monde se souvient, a été un véritable enfer à filmer. Un hélicoptère volait juste au-dessus d'elle, avec un caméraman attaché sur le côté. Chaque fois qu'il passait, le vin plaquait Andrews au sol, encore et encore. Elle est tombée 6 ou 7 fois, mangeant à chaque fois de la terre et de l'herbe. Elle essayait de sourire et de chanter tout en se préparant secrètement au prochain coup. Ça avait l'air magique. Mais ça ressemblait à une attaque. Les désastres capillaires sont venus s'ajouter à la folie. Daniel Trujillo, l'acteur qui jouait Rolf, s'est fait décolorer les cheveux de manière si agressive qu'ils n'ont jamais repoussé de la même manière. Il n'avait que 20 ans, mais les dommages ont été permanents. Ses cheveux se sont éclaircis et ne sont jamais revenus à la normale. Des années plus tard, des fans le rencontraient et lui demandaient pourquoi ses cheveux étaient foncés. Il devait alors expliquer que son look blond de l'époque nazie avait un coût très réel. Julie Andrews a également vécu un cauchemar capillaire. Les producteurs trouvaient que l'arrière de sa tête paraissait trop sombre à la caméra. Ils l'ont envoyée se faire des mèches. Quelque chose a mal tourné et elle s'est retrouvée avec des cheveux orange vifs. L'équipe a paniqué. Ils ont coupé ses cheveux encore plus courts et les ont teints en blond pour cacher le désastre. Andrews a ensuite plaisanté sur le fait que le blond platine l'avait aidé à se sentir plus autrichienne. Mais à l'époque, c'était de la pagaille. Tout le monde était horrifié. Le temps n'a pas aidé non plus. Selon Nicholas Hammond, qui jouait le rôle de Friedrich, ce fut le pire printemps que Salzbourg ait connu depuis 50 ans. Il pleuvait presque tous les jours. Les membres de l'équipe utilisaient d'énormes lampes à arc pour simuler le soleil dans ces scènes joyeuses. La situation était telle que les poussées de croissance des enfants ont commencé à créer des problèmes de continuité. Une actrice a perdu toutes ses dents de lait pendant le long tournage et a dû en porter de fausses. Hammond lui-même est passé d'1,90 m à près d'1,90 m.
Il a dû se mettre pieds nus dans certaines scènes pour s'adapter à la taille de ses coéquipiers. Ce qui devait être une comédie musicale ensoleillée s'est transformé en un marathon froid et boueux. À première vue, le son de la musique semble être un classique qui réchauffe le cœur. Mais sous les enfants qui chantent et les collines qui s'étendent, se cache l'une des histoires les plus trompeuses d'Hollywood. Les critiques ont critiqué le film pour avoir transformé les nazis en méchants de dessins animés. Il effleure à peine l'horreur réelle de ce qui se passait à l'époque. Le peuple juif est rayé de la vie culturelle. Des chefs d'orchestre célèbres comme Otto Klemperer et Bruno Walter ont dû fuir. La musique des compositeurs juifs est interdite. Les nazis ont même créé un groupe culturel juif ségrégué, le Jüdische Kulturbund, qui a compté 180 000 membres en seulement 5 ans. Pourtant, le film évite tout cela. Il romance l'Autriche tout en passant sous silence le génocide qui était déjà bien entamé. Et puis, il y a la scène dramatique de l'évasion en montagne. Dans le film, les Von Trapp traversent les Alpes à pied pour atteindre la liberté en Suisse. C'est tendu, c'est héroïque, et ça n'est jamais arrivé. Dans la réalité, la famille a pris le train. Ils ont marché calmement jusqu'à la gare, sont montés à bord et sont partis pour l'Italie. De là, ils se sont rendus en Suisse, puis en France, puis à Londres. Pas de course-poursuite au sommet des montagnes. Pas de chemin secret. En fait, Salzbourg se trouve à plus de 200 miles de la frontière suisse. Les montagnes montrées dans le film se trouvaient en fait tout près de la retraite personnelle d'Hitler, le Nid d'Aigle. Les Von Trapp avaient un des passeports italiens car Georg était né en Dalmatie, que l'Italie avait annexé. Ils ont donc quitté l'Autriche en toute légalité. La version du film est une pure fiction, construite pour créer un faux danger et une fausse gloire. L'histoire d'amour entre Maria et le capitaine Von Trapp est tout aussi trompeuse. Dans la vraie vie, Maria l'a épousé pour les enfants. Elle l'a dit elle-même. Je l'aimais bien, mais je ne l'aimais pas. Elle n'a accepté de l'épouser que parce qu'il lui a demandé de rester et d'être la mère des enfants. Ils se sont mariés en 1927. Et non à la veille de l'invasion nazie comme le montre le film. Maria avait 22 ans, Georg 47. C'est un écart d'âge de 25 ans. Elle a admis qu'elle s'est mise à l'aimer plus tard, mais leur mariage a commencé par une décision pratique. Le film en a fait un conte de fées, en faisant miroiter au public un mensonge sur l'amour et en prétendant que leur union n'était que passion et romance. Même l'histoire des enfants a été réécrite. Les vrais Von Trapps avaient 10 enfants. Le film n'en montre que 7. La première femme de Georg, Agatha Whitehead, a donné naissance à 7 enfants. Rupert, Agatha, Maria Franziska, Werner, Hedwig, Johanna et Martina. Après avoir épousé Maria, Georg a eu 3 autres enfants, Rosemary, Eleanor et Johannes. Les réalisateurs ont non seulement effacé 3 enfants réels, mais ils ont également changé les noms, les âges et les personnalités des autres. Par exemple, Agathe est devenue Liesel, une adolescente sûre d'elle qui flirte avec un garçon. Mais la vraie Agathe était timide et sérieuse. Lorsque la famille l'a vue à l'écran, elle n'a pas pu s'empêcher de rire. Ces changements ne sont pas le fruit du hasard. Ils ont été effectués pour rendre l'histoire plus propre, plus facile et plus vendable. Hollywood se moque de la vérité. Les mensonges ne se sont pas arrêtés au personnage. L'une des chansons les plus émouvantes du film, Edelweiss, a trompé des millions de personnes. Les gens croyaient qu'il s'agissait d'une véritable chanson folklorique autrichienne. Pourtant, elle a été écrite en 1959 par des Américains. Le compositeur Richard Rodgers et le parolier Oscar Hammerstein II. Ils l'ont créée spécifiquement pour le spectacle de Broadway. Elle était censée ressembler à un adieu à l'Autriche. Rien de plus. C'est la dernière chanson que Hammerstein a écrite avant de mourir d'un cancer. Le fait qu'elle soit maintenant prise pour un véritable hymne national montre à quel point la fiction hollywoodienne peut aller loin. Les Autrichiens n'ont pas été dupes. Le théâtre de marionnettes de Salzbourg a refusé de travailler avec les réalisateurs. On leur a demandé de fournir des marionnettes pour la scène du troupeau de chèvres solitaires, mais le théâtre a refusé, avec leurs mots exacts. Il s'agit d'une opération de grande classe. Nous ne voulons pas les voir dans un film hollywoodien de mauvais goût. Il ne s'agissait pas seulement de marionnettes.
C'était une question de fierté. Le théâtre de marionnettes, qui existe depuis 1913, a inventé une technique particulière qui a été reconnue par l'UNESCO. Pour eux, Hollywood rabaissait leur art. Ironie du sort. Ils ont ensuite créé leur propre spectacle de marionnettes au son de la musique pour profiter de l'essor touristique provoqué par le film. De nombreux habitants de Salzbourg étaient également en colère, non pas à cause de la chanson, mais à cause de la politique. Le film donnait l'impression que l'Autriche n'était qu'une victime innocente de l'agression nazie. Mais les choses ne sont pas si simples. Avant que les nazis ne prennent le pouvoir, l'Autriche avait sa propre dictature. De 1934 à 1938, elle a été dirigée par un régime anti-nazi mais autoritaire. Ce gouvernement a emprisonné des nazis autrichiens, certes, mais il a aussi écrasé la démocratie. Le film a ignoré tout cela. Elle a transformé une politique complexe en un conte noir et blanc opposant le bien au mal. Les habitants se sont sentis insultés. L'acteur Nicholas Hammond, qui jouait le rôle de Friedrich, a déclaré plus tard « La ville ne voulait pas de nous ». Ils n'ont apporté aucune aide à la production. Leur histoire a été réduite à un conte de fées. Maria elle-même a été effacée. Non pas à cause de l'intrigue, mais à cause du processus. Le film était basé sur ses mémoires de 1949, The Story of the Trapped Family Singers, l'histoire des chanteurs de la famille piégée. Mais Maria avait vendu les droits à des producteurs allemands dans les années 50, sans se rendre compte qu'elle renonçait à tout contrôle. Les films allemands ont bien marché, mais lorsque Hollywood a acheté les droits, elle a été laissée de côté. Elle n'a pas gagné d'argent avec la version américaine, et on ne lui a pas demandé son avis. Pas sérieusement. Elle n'a même pas été invitée à la première du film en 1965. Lorsqu'elle a demandé à y assister, on lui a répondu qu'il n'y avait plus de place disponible. Imaginez que vous soyez exclu de votre propre histoire. Une histoire qui allait rapporter des centaines de millions et façonner la façon dont le monde voyait votre vie. Julie Andrews semblait parfaite à l'écran. Mais en coulisses, elle était tout sauf facile à vivre. Pendant la mélodie du bonheur, elle s'est fait connaître pour une chose à laquelle personne ne s'attendait. Elle était perfectionniste. Et pas seulement de la manière dont la plupart des acteurs veulent obtenir une réplique correcte. Julie était obsédée par l'idée que le film ne devienne pas un conte de fées enrobé de sucre. Elle craignait que le mélange de belles montagnes, de 7 enfants mignons et de musique entraînante ne devienne trop sucré. Trop faux, trop excessif. Elle a demandé sans cesse au réalisateur et à son partenaire Christopher Plummer comment faire pour que ce soit réel. Comment couper le sirop? Même si elle sortait tout juste du succès de Mary Poppins en 1964. Julie ne s'est pas comportée comme une nouvelle venue. Elle avait des opinions bien arrêtées. Elle voulait que la relation entre Maria et le capitaine Von Trapp soit ancrée dans la réalité, et pas seulement charmante. Elle ne voulait pas que le public lève les yeux au ciel. Son souci du détail influençait la façon dont les scènes étaient écrites, filmées et même la façon dont elle prononçait ses répliques. Ce n'était pas une question d'ego, mais de contrôle. Et son instinct s'est avéré juste par la suite. Mais pendant que Julie luttait contre le sucre, le studio luttait contre quelque chose de bien plus effrayant. L'argent. Le budget devait être de 8,2 millions de dollars. C'était déjà beaucoup. Mais rapidement, il a commencé à déraper, puis à s'effondrer. Pourquoi? Salzbourg. La ville est belle, mais personne n'a dit au studio qu'il y pleuvait constamment. En fait, 1964 a été l'une des années les plus humides jamais enregistrées. Le réalisateur Robert Wise pensait qu'il faudrait 6 semaines pour tourner sur place. Cela signifiait plus de chambres d'hôtel, plus de nourriture, plus de salaire, plus de tout. L'équipe, composée de plus de 250 personnes, est restée assise pendant des jours sans rien faire, en attendant que les nuages se dissipent. Le matériel de prise de vue était trempé. Les gens étaient gelés et les coups s'accumulaient. La Fox avait déjà été mise à mal par le film Cléopâtre, qui l'avait presque ruiné. Maintenant, les cadres ont commencé à paniquer. Des murmures courent dans le studio. Et si ce joyeux film familial finissait par couler la société pour de bon? Et ce n'était pas le seul drame secret qui se déroulait derrière le rideau.
Bien avant l'embauche de Robert Wise, le légendaire réalisateur William Wyler était censé diriger le son de la musique. Au début de l'année 1963, il a même quitté son poste au conseil d'administration de la Fox pour éviter tout conflit d'intérêts. C'est dire si la situation semblait sérieuse. Mais Wyler avait des doutes dès le départ. Il n'aimait pas la comédie musicale. Il ne se sentait pas lié au scénario. Même lorsqu'il s'est rendu à New York pour assister au spectacle de Broadway, il en est ressorti confus. Les chansons ne lui semblaient pas naturelles. Elles ne correspondaient tout simplement pas à l'histoire, a-t-il déclaré. Il y avait aussi autre chose. Wyler perdait Louis. Cela rendait la mise en scène d'une comédie musicale encore plus difficile. Sa femme le voyait bien. Il n'était tout simplement pas dans le coup. Wyler a donc commencé à chercher discrètement un moyen de s'en sortir. Il avait besoin d'une rupture nette, de quelque chose qui n'éveillerait pas les soupçons. C'est alors que les producteurs lui proposent The Collector, d'après le roman de John Fowles. Wyler a lu le scénario et a tout de suite su qu'il s'agissait de son style. Sombre, tordu, psychologique. Il demande à la famille Zanuck, qui dirige le studio, de le libérer de son contrat avec Sound of Music. L'histoire officielle, des conflits d'horaires. C'est ce qu'on a dit à la presse. C'est ce que Fox a répété. Mais la vérité, c'est que Wyler est parti dans l'autre sens. Cela a laissé la porte grande ouverte à Robert Wise, qui est entré en scène à la fin de 1963 pour recoller les morceaux.